universitaire sur les eaux souterraines, qui est présenté en collaboration avec les géo du département de géologie et de génie géologique ici à l'Université Laval. Donc, comme conférencier invité, on a Richard Forcier, qui est professeur ici au département en géophysique, qui va venir nous présenter ses travaux récents portant sur la recherche en eau souterraine dans un environnement pergélisolé, donc dans le nord du Québec. J'aimerais spécifier tout d'abord que M. Forcier, sa présentation va durer environ 45 minutes. Ensuite, il y aura une période de questions d'environ 15 minutes. On a des gens qui sont en ligne avec nous avec un module webinaire. Donc, eux aussi vont pouvoir poser des questions. Donc, je m'adresse à eux en leur disant que en bas à droite sur votre écran, il y a une boîte de chat qui va vous permettre d'écrire vos questions. Donc, vous allez pouvoir écrire vos questions là. Puis, je vais me charger de lire vos questions à voix haute à M. Forcier là, durant la période à la fin. Les gens qui sont ici en salle, si vous avez des questions, je vous demanderai que ce soit des questions le plus courtes possible parce que Richard, M. Forcier, va devoir les répéter, vos questions à voix haute pour qu'on les entende dans le micro, pour les gens qui sont en ligne puissent entendre ces questions. Donc, je laisse la parole à M. Forcier, puis je vous souhaite une bonne conférence. Merci, M. Tremblay, pour l'introduction. Alors, vous avez ici la page titre de ma présentation. Bienvenue à ma conférence. J'ai des co-auteurs dans cette présentation-là. Mes 3 collègues hydrogéologues de mon département, soit Jean-Michel Lemieux, John Molson et René Terrien. J'ai aussi Marie-Catherine Talbot-Poulain, qui est notre professionnelle de recherche sur ce projet, et Michel Ouellette du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Mes 3 collègues et moi-même, ainsi que Marie-Catherine, nous sommes membres chercheurs du Centre d'études nordiques de l'Université Laval, donc vous avez le logo ici dans le bas. Je suis professeur au département de géologie et de génie géologique de l'Université Laval. Vous avez le plan de ma présentation ici. Donc, première partie sur le pergélisol, quelques concepts. Je peux comprendre que plusieurs personnes en salle et à l'écoute qui sont peu familiers avec le pergélisol. Donc, on a une base commune. J'utilise un langage que vous soyez en mesure de me comprendre. Après ça, je voudrais parler du climat au Nunavik, donc en termes de variabilité récente et impact de cette variabilité-là sur le pergélisol. Et finalement, je vais rentrer dans le vif du sujet, soit la recherche en eau souterraine en région nordique. Et je vais utiliser 2 exemples pour illustrer mon propos, soit le premier d'un talus sous-fluvial à Salouit et le deuxième d'un bassin versant à Oumillac. Et ça me permettra de parler d'un réseau qu'on appelle le réseau IMATIAC, qui fait partie du réseau de surveillance des eaux souterraines du Québec. Et je ferai une conclusion un peu plus loin. Pour illustrer mon propos, je cherchais une image. L'eau souterraine, c'est quelque chose qui, a priori, on ne voit pas. Donc, c'est difficile de trouver une image qui vaut 1000 mots. Alors, j'ai choisi d'illustrer un peu la problématique qu'on a au Québec nordique, soit l'alimentation en eau potable de la population. Et ça vous donne une idée, un aperçu ici de comment on fonctionne. Donc, on doit avoir une source d'eau potable. Dans ce cas-ci, c'est l'eau de surface sous un couvert de glace. C'est pompé à l'intérieur d'un camion citerne, et l'eau est transportée de maison en maison. Il n'y a pas de service ou de système d'aqueduc pour apporter l'eau aux maisons dans les communautés nordiques. Et aussi, on peut imaginer l'autre problématique, mais je n'en parlerai pas, c'est comment on dispose des eaux usées. Il y a des fosses septiques dans les maisons qui doivent être vidées régulièrement, au même rythme qu'on remplit les réservoirs d'eau potable, et on doit disposer de ces eaux-là aussi dans l'environnement. Aussi, j'aimerais compléter ici sur mes commentaires sur la page titre. Il faut faire une interprétation ici du titre, il faut lire entre les lignes. Donc, je parle de recherche en eau souterraine. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, je vais sortir mon coffre d'outils ici et fouiller dedans et tomber éventuellement peut-être sur des baguettes de sourcier qui me mettent à faire de la recherche en eau. Donc, ça serait peut-être pas très sérieux, on ne prendrait pas très au sérieux en faisant ça, même si je suis capable de faire des choses étonnantes. Alors, j'invite les étudiants ici de premier, deuxième et troisième cycle à m'inviter pour un autre
jeudi géo, où je pourrais faire la démonstration. Puis, comme le capitaine Bonhomme est un peu à l'image de Luc Langevin, je pourrais faire taire les sceptiques. Mais bon. Faudrait que je fouille peut-être davantage dans mon coffre, sortir mon tricône, puis me mettre à forer partout, à l'aveuglette. Ça pourrait me coûter une petite fortune, puis je ne suis pas certain que je pourrais trouver de l'eau souterraine, puis en plus, je fais un gruyère de mon site d'études. Je pourrais faire mieux que ça. Je pourrais utiliser mon cerveau, puis commencer à essayer d'utiliser mes connaissances sur le milieu, faire de la recherche sur le milieu. Y a-t-il de l'information qui est disponible? Pour essayer d'orienter ma recherche en eau souterraine. Et après ça, si je fouille davantage dans mon coffre d'outils, ben, je pourrais peut-être utiliser mes antennes de géoradar. Oups! Je viens de me faire mal aux pieds. Mes antennes, pas mes antennes de géoradar et électrodes, commencer à faire circuler des courants électriques, observer les différences de potentiel que j'ai induits et essayer d'obtenir de l'information indirecte en faisant des mesures, des levées géophysiques de surface. Alors, bon, vous comprendrez que je vais teinter un peu ma présentation ici avec mes connaissances en géophysique. J'ai réussi à me surpasser ici sans mettre le terme géophysique dans le titre de ma présentation. OK. Alors, quelques concepts sur le pergélisol. Vous avez un graphique ici. L'axe horizontal supérieur, c'est l'axe de la température. J'ai identifié le 0 degré C. À votre droite de l'axe, c'est les températures positives au-dessus du 0 degré C. Et à votre gauche, c'est les températures négatives. L'axe vertical, c'est l'axe de la profondeur. J'ai mis ici les courbes enveloppes de température, les températures maximum, les températures minimum, et jusqu'à un point où il y a absence d'amplitude annuelle. À des profondeurs inférieures, on va observer des variations annuelles de la température du sol à cause des variations annuelles de température de l'air. Naturellement, là, le régime thermique ici du sol dépend du climat là, en surface. Et à partir de cette amplitude annuelle nulle, on a une variation régulière, pratiquement linéaire de la température du sol avec la profondeur. C'est le gradient géothermique. Hein. La Terre, c'est une machine thermique qui produit de la chaleur et en pénétrant en profondeur, la température augmente. Donc, ici, sur ce graphique, on voit que ma courbe de température maximum et le gradient en profondeur traverse à deux reprises la température de 0 degré, ce qui me permet de définir deux termes que je vais utiliser probablement régulièrement dans ma présentation. Premièrement, vous avez le mollisol ici, qui subit des cycles de gel-dégel, donc variation de température supérieure à 0 et inférieure à 0. Et de l'intersection du 0 ici jusqu'à l'autre intersection du 0 en profondeur, c'est le pergélisol. Donc, le 0 supérieur, le croisement du 0 supérieur, on parle du plafond du pergélisol, alors que le croisement du 0 inférieur, on parle de la base du pergélisol. La définition du pergélisol est basée uniquement sur son état thermique. Donc, vous l'avez ici, sol ou roche, dont la température demeure sous 0 degré C durant au moins deux années. Et sous la base du pergélisol, mais on a un sol qui est non gelé, qui est au-dessus de 0. On parle d'un sol non cryotique pérenne. Et j'ai mis complètement à votre droite une carotte, un échantillon de pergélisol, donc qui a été carotté. Et dans les sédiments gélifs de la classe des sables fins ou des siltes, on peut avoir de la glace de ségrégation qui se forme dans ce type de dépôt-là. Et vous voyez la structure de la glace qu'on peut observer sur l'échantillon. Donc, on peut avoir des teneurs en glace qui peuvent être très importantes, là, supérieures à 50% là, des teneurs volumétriques. Ici, je vous présente donc la carte de la distribution du pergélisol au Québec nordique, causée par le gradient latitudinal vers le nord de la diminution de la température ou du refroidissement du climat. On a associé à ça avec une présence de
de plus en plus importante du pergélisol dans le territoire. Et du bleu pâle jusqu'au violet, on passe des zones de pergélisol sporadique à pergélisol continu. Et dans la zone en violet, donc même sous les lacs et rivières importants, on peut avoir présence de pergélisol. Sur nos cartes ici de l'Amérique du Nord, vous avez la distribution de la végétation, des différents types d'habitats, donc toundra, taïga et forêt boréale. Et c'est dépendant aussi de ce gradient latitudinal climatique qui contrôle aussi la végétation. Sur cette carte-là aussi, j'ai localisé les 13 communautés inuites du Québec nordique. Et parmi celles-ci, je vais mentionner à quelques reprises certaines, dont Kudjurapik, Umiak et Inukjuak, qui sont localisées sur la baie du Tson. Je vais parler de Salouit aussi, de Kudjouak. On a le plateau Katinik, où on a la mine Radlan aussi, que je vais présenter aussi, vous parler à quelques reprises également durant ma présentation. Je voudrais aussi introduire cette autre carte du Québec nordique. Donc, à votre droite, c'est encore la carte de distribution du pergélisol, mais à votre, non, pardon, à votre gauche, je me mélange. Pardon. À votre gauche, la carte du pergélisol. À votre droite, la carte de la transgression marine de deux mers, la mer d'Iberville dans la baie du Tson et la mer de Tyrrell dans la baie James et la baie du Tson. Et là, il y a un lien important à faire. Donc, c'est des endroits où la mer a envahi ce territoire-là. On peut retrouver des dépôts marins de la classe des siltes, argile ou siltes argileux. C'est des sédiments qui sont susceptibles au gel. Avec le relèvement isostatique, éventuellement, ces dépôts-là viennent en contact avec l'air froid. Le pergélisol peut se mettre en place. On peut former un pergélisol qui est riche en glace. Et étrangement, on trouve les 13 communautés le long de la côte aussi. Les Inuits, c'est un peuple qui se nourrit des fruits de la mer, donc ils veulent avoir un accès à la mer. C'est un peuple que je qualifierais de marin. Donc, le pourquoi on retrouve ces communautés-là le long de la côte. Dans les endroits où on peut avoir des dépôts marins, avec un environnement, un climat qui est froid, présence de pergélisol potentiellement riche en glace, et si, dans le contexte de réchauffement climatique actuel, on peut avoir des problèmes de dégradation du pergélisol et qui viennent affecter les infrastructures civiles de ces communautés-là. J'ai un exemple à vous montrer un peu plus loin. Ici, pour vous situer au niveau de l'importance que peut prendre le pergélisol, ce n'est pas insignifiant là, à l'échelle du Québec nordique. Alors, vous avez de situer ici le plateau Katinik où se situe la mine Radlan qui exploite un gisement de nickel dans la ceinture de Cape Smith. Dans le cadre du programme d'exploration minérale de cette compagnie-là, j'ai eu accès à des forages profonds où on a pu faire des diagraphies de température. Vous en avez un exemple ici à votre droite. Donc, sur l'échelle horizontale, la température du sol. Sur l'échelle verticale, la profondeur. Vous avez les X qui représentent les températures mesurées à tous les 10 mètres. Et donc, j'ai fait une extrapolation pour essayer d'évaluer la profondeur de la base du pergélisol avec le mollisol qui fait peut-être 1 mètre. On parle d'une épaisseur de pergélisol qui fait 585 mètres. Et pour mettre ça en perspective, je suis venu rajouter la tour Eiffel qui fait 324 mètres de hauteur. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur sur l'importance de l'épaisseur du pergélisol. Et dans le cas de la mine Radlan, leur zone minéralisée se situe, je vais m'avancer à plus de 300 mètres de profondeur. Puis même actuellement, je sais qu'ils ont des excavations souterraines sous la base du pergélisol. Alors, on peut imaginer les défis que ça comporte. D'autres concepts ici que je veux présenter. Vous avez une vue en coupe que j'ai inventé de toutes pièces, mais qui présente un peu l'idée comment se fait la distribution du pergélisol. Vous avez en gris le pergélisol. Au-dessus du pergélisol, en blanc, c'est le mollisol, donc la couche qui subit les cycles de gel-dégel. Et à la base du pergélisol, j'ai mis une autre unité qui est là,
qu'on appelle un cryopègue basal, un autre terme qu'on utilise. À ces profondeurs-là, on peut avoir un abaissement du point de congélation à cause de deux phénomènes. Le premier, c'est le poids des terres. Le deuxième, ça peut être la salinité de l'eau interstitielle qui vient abaisser le point de congélation. Et on peut se retrouver avec une couche de sol dont la température est sous 0 degré C, mais qui n'est pas gelée. Il n'y a pas de glace interstitielle, de glace de ségrégation, comme on pourrait retrouver dans la couche de pergélisol. Ça fait que ça continue à être un pergélisol, mais il n'y a pas de glace. Il n'est pas consolidé par la glace. De représenter ici, vous avez un lac en hauteur. Vous avez un autre lac qui est ici, une rivière, une faille. Vous avez l'écoulement de l'eau souterraine. Naturellement, le pergélisol étant riche en glace, ou même un sol gelé, on peut voir ça comme une couche imperméable. L'eau ne peut pas s'écouler à l'intérieur. Mais ici, du lac, où il y a absence de pergélisol sur le lac, on peut avoir écoulement d'eau qui peut rejaillir le long de la faille ici sur la source, ou même rejaillir au niveau de la rivière pour venir alimenter la rivière. Et on va utiliser un autre terme technique, on va parler de talique, qui est une zone non gelée dans un environnement de pergélisol. Dans le cas du lac, ici en élévation, on parle d'un talique ouvert, parce qu'il y a l'absence de pergélisol sous le lac. Et on peut avoir un talique fermé. Donc, sous le petit lac que j'ai ici, on voit que j'ai une zone non gelée dans l'environnement pergélisolé. Donc, c'est un talique fermé. Cette fois-ci, il n'est pas ouvert avec l'aquifère en profondeur. Vous avez aussi des termes au niveau de l'aquifère. Donc, à l'intérieur du mollisol, ici, on peut avoir une nappe d'eau perchée. On va parler d'un aquifère de suprapergélisol. Ici, en profondeur, on peut avoir un aquifère de subpergélisol. Et dans le cas où on avait un rejaillissement de l'eau souterraine à travers la rivière ici, on pourrait parler d'un aquifère intrapergélisol. Donc, c'est des trucs qu'on peut observer dans la nature. Toujours au niveau du pergélisol, ce n'est pas des concepts, mais c'est de l'information cette fois-ci. La seule communauté inuite au Québec nordique qui s'alimente à partir des eaux souterraines, c'est la communauté de Wakmagoustou et Kujurapik. C'est un double village. Là, on a des Cris et des Inuits dans ce village-là. Et sous l'initiative des Cris, il y a une recherche en eau souterraine qui a été faite. Et éventuellement, ils ont trouvé des aquifères dans le roc fracturé avec un puits qui a une bonne production. Donc, ils ont une usine de pompage avec un système d'aqueduc enfoui profondément. Heureusement, le village de Kujurapik est bâti sur un delta de la grande rivière de la Baleine, donc un beau delta de sable. On peut creuser profondément, la nappe phréatique est quand même profonde, donc on peut venir enfouir des installations. Et tant qu'à y être, ben, pourquoi pas se mettre un réseau d'égouts. Donc, on collecte les eaux usées. Et ils ont des étangs d'épuration ici avec des systèmes de circulation d'air pour épurer l'eau. Donc, c'est le seul village où on dispose, je qualifierais adéquatement des eaux usées ici. Kuujjuaq, il y a quelques particuliers qui ont des puits qu'ils ont fait creuser pour exploiter l'eau souterraine. Mais autrement, là, tous les villages dépendent des eaux de surface. Pour vous montrer un peu la dynamique des eaux souterraines à Wakmagoustou, Kujurapik, vous avez deux graphiques ici. Le graphique supérieur sur l'ordonnée, vous avez l'auteur de la colonne d'eau observée dans un puits d'observation. Sur l'abscisse, vous avez le temps donc, qui s'écoule sur 2 ans, de 2010 à 2012. Le graphique inférieur, vous avez la même échelle de temps sur l'axe horizontal et vous avez deux axes verticaux, un de la température moyenne journalière de l'air et sur l'axe à votre droite, les précipitations. La température de l'air que j'ai représentée en rouge ici et les précipitations qui se séparent en averses de pluie en millimètres, la courbe qui est en bleu, ou c'est plutôt un histogramme en bleu, alors que l'histogramme en violet, c'est les averses de neige en centimètres. Et là, on voit que en période de gel hivernal,
on a un rabattement important de la nappe qui peut aller au-delà de 8 mètres de hauteur de colonne d'eau. Et au printemps, au dégel, ben là, on a une recharge importante de l'aquifère avec la fonte de la neige. Et éventuellement, durant l'été, on a des variations là, en fonction des précipitations là, sous forme d'averses de pluie qui viennent recharger l'aquifère. Toujours sur... là, je change de sujet, je passe à la deuxième partie de ma présentation, le climat du Nunavik, variabilité récente, basée sur des travaux de Chouinard et collaborateurs, ce qui m'inclut, à l'aide de diagraphie de température qui a été fait dans des forages sur le plateau Katinic, les forages d'exploration minérale de la mine Radlan, en analysant les anomalies de température représentées ici en termes de gradient de température. On voit que le gradient, bon, en surface, ce qui se passe ici, le gradient est très perturbé par le réchauffement climatique récent, mais en profondeur, on voit qu'on a des anomalies du gradient qui nous apportent de l'information sur la variabilité climatique passée. On peut voir le pergélisol comme un système d'enregistrement paléoclimatique. Et par une approche géophysique, il y a moyen de analyser ces informations-là pour reproduire la variabilité ou reconstruire la variabilité climatique passée. C'est ce que vous avez sur le graphique à votre droite, où vous avez les anomalies de la température de la surface du sol en fonction du temps, donc sur une échelle bien différente des précédentes, de 1700 jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de traiter les données. On va regarder la courbe en bleu, qui est une méthode d'inversion de la température du sol et qu'on peut éventuellement définir comme des variations de température de surface. Alors, de 1700, on ne pouvait pas reculer plus loin parce que nos données de température ne sont pas assez profondes. Si on avait des valeurs de température plus profondes, on pourrait reculer davantage dans le passé. Mais sur la base des données qu'on avait, on a pu reculer jusqu'à 1700. Jusqu'à 1850, on parle du petit âge glaciaire, qui était dans l'hémisphère nord, une période un peu plus fraîche. On parle d'une anomalie de température par rapport à la période de référence 1961-1990, où on avait une température de surface, dans ce cas-ci, de 1 degré plus froide. Après ça, vous avez la période de référence ici, qui nous sert de comparaison. De 1950 jusqu'au début des années 90, on était en régime de léger refroidissement. Et depuis le début des années 90, un réchauffement important là, supérieur à 1 degré C. Donc ça, c'est la reconstitution basée sur des observations de température du sol. Heureusement, au Québec nordique, on a le fédéral de présent, avec Environnement Canada qui maintient des stations météorologiques. Il y en a 3 au Québec nordique, Kuujjuaq, Inukjuak et Kuujjuaq. On en a une 4e au Nunavut, à Iqaluit. Je vous présente les résultats d'un enregistrement, d'un long enregistrement à Kuujjuaq, donc ici dans la baie du Tson. Vous avez la température moyenne annuelle de l'air sur l'axe vertical en fonction du temps en année de 1920 jusqu'à aujourd'hui. Les points représentent les valeurs moyennes annuelles. On peut faire passer une moyenne glissante sur 5 années. Donc, on prend 5 lectures consécutives, on en fait la moyenne, on l'accorde à la 3e année. On se déplace de 1 année, on recommence. Et ça, c'est un filtre qui permet de diminuer la variabilité interannuelle et de faire sortir un peu les tendances. Donc, si on regarde du début des enregistrements autour de 1950 jusqu'au début des années 90, on a plutôt une tendance au refroidissement, peut-être de l'ordre de 1 degré C. Et depuis le début des années 90 jusqu'à 2013, c'est le dernier point que j'ai ici, on voit que la tendance est très forte au réchauffement. J'ai rajouté 3 autres droites sur ce graphique ici. Vous avez la ligne, le trait plein, qui correspond à la moyenne de la période de référence 1961 à 1990. Et les 2 lignes pointillées, c'est plus ou moins un écart type de cette période de référence. On voit que depuis le début des années 2000, la température moyenne annuelle de l'air est bien au-dessus
de ce qui a été observé pour la période de référence et même avant. Heureusement, en 2013, ça a été un peu plus froid, là, heureusement pour le pergélisol, donc ça va l'aider à se maintenir. Alors, on pourrait se dire, bon, ça c'est pour Coudjouac, on a peut-être un effet local, le village grossit durant cette période-là, donc bon, c'est peut-être une anomalie. Mais si on commence à regarder à l'ensemble de tous les enregistrements disponibles dans le secteur disponibles par Environnement Canada, vous avez dans le graphique supérieur toujours les mêmes échelles de temps. Température, il faut faire attention, c'est toujours le même écart de 10 degrés, mais il y a les plages sont différentes. Alors, dans le graphique supérieur, c'est Coudjouapic. En B, c'est Inukjuak. Vous avez Coudjouac, que je rappelle ici, et Iqaluit. Donc, on voit que si je compare Iqaluit par rapport à Coudjouac, ben, le climat d'Iqaluit est plus froid, avec, sur la période de référence, une température de moins 9,6, alors que pour Coudjouac, on a moins 5,8. Mais malgré tout, les grandes tendances, le refroidissement jusqu'à 1990 et le réchauffement depuis, est semblable dans toutes ces communautés. Donc, on peut conclure que c'est un climat régional c'est une variabilité régionale du climat. Ce n'est pas quelque chose qui était spécifique à Coudjouac. Puis on peut penser que même la mine Radlan est affectée par les mêmes variations. Et si on venait comparer la reconstitution avec les variabilités récentes, on verrait que ça fait du sens ce qui avait été reconstitué comme climat passé. Les impacts que ça donne, ici un exemple du milieu naturel. Vous avez une butte de pergélisol ici, photographiée en 1989. Vous avez un homme ici qui donne l'échelle. Il y a un petit peu de mouvement de versant qu'on peut observer ici. Déjà, il y avait un peu de dégradation qui était en cours. Et en 2007, soit 18 ans plus tard, ben, c'est évident que la personne n'est plus là pour donner l'échelle, mais vous avez maintenant une mare de thermokarst. Donc, le dégel du pergélisol crée des tassements qui peuvent devenir suffisamment importants pour créer des dépressions. Les dépressions, il y a de l'accumulation d'eau. Et ça crée un effet de boucle de rétroaction qui va créer davantage de dégradation. À une autre échelle, ici, donc, c'est des photographies aériennes prises en 1957. C'est le premier enregistrement auquel on a accès en termes de photographie aérienne. En 2005, vous avez une image satellitaire du même secteur. Et là, on peut commencer à comparer rapidement, mais vous avez des buttes de pergélisol ici. C'est l'accumulation de glace de ségrégation qui crée un soulèvement, qui crée le bondement qu'on observe en surface. Et s'il y a dégel et fonte de la glace de sol, mais on peut avoir des tassements importants. Puis éventuellement, on remplace les buttes de pergélisol par des mares de thermokarst. On passe d'un milieu terrestre à un milieu lacustre. Ça fait qu'on peut imaginer que pour le canard qui est ici, il est bien heureux, mais pour les autres animaux terrestres, la donne est différente, donc ça a des impacts sur les écosystèmes. Et ça, cette dégradation-là est due au réchauffement climatique des 20 dernières années. Impact ici sur les infrastructures, c'est la seule image que je vais vous présenter. Vous avez ici un remblai routier qui mène à la piste d'atterrissage d'Oumillac. Et vous avez donc dans le graphique du bas l'affaissement sur l'axe vertical en fonction de la position le long du remblai. Et vous avez les variations de l'affaissement par rapport à 1991, qui est le moment où le remblai a été construit, 2006, 2008 et 2009. On peut voir au cours du temps que le tassement augmente et on a observé des tassements de l'ordre de 90 cm. Ça crée des trucs comme ça. Là, ben, je vais faire un clin d'œil. S'il y a des nids de poules à Montréal le printemps, ben, à Oumillac, c'est des nids de ptérodactyles. Ça m'amène à mon premier exemple, recherche en eau souterraine. On était à Salouit. Vous avez une belle photographie prise à bord d'un avion ici de Salouit avec le village. La route qui est ici mène à la piste d'atterrissage. Cette photo-là, elle a été prise au début des années 2000. Et depuis, le village s'est agrandi sensiblement dans le secteur qui est ici, dans le secteur qui est là. Donc, des modifications importantes. Mais on voit que c'est quand même une vallée qui est restreinte. Il y a une problématique quand même importante au niveau des possibilités de construction, d'agrandissement des infrastructures du village. Vous avez ici une photographie prise en hiver.
avec la rivière Kougoulouk qui s'écoule du côté est du village. La vue précédente, c'est une vue vers le sud. Ici, c'est le fjord de Sublouk qui débouche sur le détroit du Son. Donc, voilà. Ici, si vous regardez, il y a un château d'eau. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard. Là, je vais faire le lien avec ce château d'eau-là. Qu'est-ce qu'ils font pour s'alimenter en eau potable? Le long de la rivière Kougoulouk, on est en amont là, de la vallée que je vous présentais précédemment. Ils ont fait une petite retenue d'eau, donc c'est pas un noyau avec un barrage, c'est pas un barrage avec un noyau imperméable. C'est un remblai, là, ils ont pris les matériaux qu'ils avaient sous la main. Mais malgré tout, bon, ben, ça permet d'avoir ici une retenue d'eau avec un niveau d'eau qui est un peu plus élevé. Ils ont construit une tranchée drainante avant de mettre le petit barrage. La tranchée drainante, il y a un puits de pompage. L'eau est pompée dans l'usine de pompage qui est ici. Il y a une canalisation qui est isolée et chauffée en hiver qui s'en va jusqu'au château d'eau qu'on ne voit pas sur la photo ici. Au château d'eau, l'eau est traitée avec un peu de chlore, puis après ça, par camion, c'est transporté dans chaque maison. En hiver, à quoi ressemble la retenue d'eau? Vous avez ça ici. Donc, le barrage, on le voit ici. On voit encore l'usine de pompage. Le village est dans l'arrière-plan ici. Et ici, vous avez une photo. Je pense que ça apparaît. Vous avez deux personnes qui donnent l'échelle, mais la personne qui est ici, si vous regardez, il y a une dépression dans la glace. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? En hiver, ce qu'ils font, bon, ils pompent l'eau. Ça crée un rabattement du niveau d'eau dans la retenue d'eau. Éventuellement, le couvert de glace perd tout support, puis il va s'affaiser. À un moment donné, ils peuvent même assécher leur point d'eau et ils se retrouvent à sec, puis ils ne sont plus capables de s'alimenter en eau. Depuis, ils ont réglé le problème. Là, il y avait un problème de conception au niveau de la tranchée drainante. Mais donc, je pense que le problème est réglé, mais au moment où je suis allé en 2011, ils avaient un problème d'assèchement de leur point d'eau. Pour vous montrer ici, attendez encore une vue de la rivière Kougoulouk. Donc, je suis quasiment à l'endroit où ils ont leur point d'eau. On voit la rivière Kougoulouk qui s'écoule en été. En hiver, on voit qu'on a un glaçage tout le long de la rivière Kougoulouk. Donc, il y a de l'eau qui est là. Vous avez ici encore une vue en été, en hiver. Et ce qui peut se produire en hiver, il y a un écoulement effectivement qui se fait dans le lit. Déjà, wow, on va j'accélère. Donc, il y a un écoulement qui se fait même en hiver. Il y a des pressions importantes qui peuvent se bâtir parce que le couvert de glace est imperméable. Éventuellement, ces pressions-là sont supérieures à la résistance du couvert de glace. Il peut y avoir fracturation et jaillissement de l'eau. Et ça vient former les glaçages qu'on observe. Donc, ici, vous voyez, c'est le camion qui vient pomper l'eau. Ils ont trouvé de l'eau à cet endroit-là. Et ils ont pu continuer à alimenter le village. On a des connaissances sur le territoire qui nous viennent d'une étude en 2012 à 2000, de 2002 à 2004, faite par Allard et ses collaborateurs. Ça m'inclut photographie aérienne ici du village, un modèle numérique d'élévation qui vous donne un peu l'idée du milieu physique. Les dépôts quaternaires, on les connaît. Ça a été cartographié lors de cette étude-là. Vous avez un modèle 3D qui vous présente un peu la distribution des dépôts, leur relation stratigraphique, la rivière Kougoulouk qui est ici. Et la grande question, y a-t-il un talic sous-fluvial sous la rivière Kougoulouk? Et là, vous avez ici une coupe cryostratigraphique conceptuelle du cas avec les dépôts des sédiments d'eau, des sédiments marins, donc de la classe des siltes argileux, une couche de til qui est en conformité avec le socle rocheux fracturé. Tout est gelé, la partie est ombragée, et directement sous la rivière Kougoulouk, on a un talic sous-fluvial ici, dont j'ignore la profondeur exacte. Est-ce qu'il est là vraiment? Donc, comment on va arriver à prouver l'existence de ce talic sous-fluvial? On va réaliser une campagne d'investigation cryo-hydrogéophysique
Le levé qui est ici, A', on voit les traces ici sur le terrain là, de notre circulation. On a fait ça en hiver. Premier levé de géoradar, deux types. Du point milieu commun en mode réflexion. Du point milieu commun nous permet de déterminer la vitesse de propagation des ondes du signal radar dans le sol. Et en mode réflexion, ça permet de produire des vues en coupe du terrain. Ici, vous avez le résultat du profil du point milieu commun qui nous permet de déterminer la vitesse. On a des vitesses de l'ordre de 0,16 mètres par nanoseconde. Vous avez le temps de propagation ici en fonction de la vitesse. Donc, c'est des vitesses qui sont normales pour un sol gelé. Vous avez ici la vue en coupe d'un profil de géoradar. Donc, l'axe horizontal, c'est la distance le long de la ligne de levée. L'axe vertical à votre droite, c'est le temps de propagation en nanosecondes qu'on peut transformer en une profondeur d'investigation qu'on peut référer au niveau moyen de la mer. Vous avez donc, on partait d'un plateau à l'est, on s'en allait vers le bassin de la rivière Kougoulouk. Et donc, on observe des réflecteurs qu'il faut interpréter. Ça nous donne une idée de la structure sédimentaire du milieu. Et en plus de ça, on a fait une méthode de mesure de la résitivité électrique par induction à couplage capacitif. On parle de tomographie de résitivité électrique. Vous avez le dispositif ici. Ça vous prend un opérateur qui tire un émetteur qui est représenté ici complètement à votre gauche. Il y a des receveurs. C'est l'équivalent d'un condensateur. Donc, le système ici, les câbles, c'est une plaque. Le câble a un isolant qui sert de couche entre les deux plaques, et le sol est l'autre plaque. Et de cette façon-là, on réussit à induire des courants et des potentiels qu'on peut mesurer dans le sol. C'est la configuration dite du dipôle-dipôle. Donc, j'ai un dipôle de courant qui est l'émetteur ici, et j'ai des dipôles de potentiel qui sont les receveurs ici. Et on se déplace le long de la ligne de levée. C'est un enregistrement dans le temps qui se fait et qu'on transforme éventuellement en distance le long de la ligne de levée. Et le résultat qu'on obtient après un travail d'inversion des données, on obtient un modèle de résitivité électrique où vous avez sur l'axe horizontal la distance le long de la ligne de levée et sur l'axe vertical, vous avez l'altitude ou la profondeur d'investigation. Les couleurs représentent les variations de résitivité électrique sur une échelle logarithmique. Donc, de 1, c'est 10 ohms mètre, 2, 100, 3, 1000 et 4, 10 000 et ainsi de suite. Donc, les couleurs chaudes, c'est des milieux non gelés. Les couleurs froides, c'est des milieux gelés qui peuvent être riches en glace. Alors, on voit ici des valeurs de résitivité qui sont vraiment très faibles. On pourrait se poser la question, mais on n'est pas censé être dans le pergélisol, puis même dans la zone de pergélisol continu. Ici, ce sont des dépôts marins, des siltes, et les siltes n'ont pas été lessivés, donc on a encore une salinité de l'eau interstitielle qui est élevée, qui vient diminuer sensiblement la résitivité. Et dans les faits, si on fait du carottage à cet endroit-là, on ne verra pas de glace, ni de glace de ségrégation, ni de glace. Le sol est sous zéro, mais non gelé. Alors qu'ici, on a un changement, on a un contraste important de résitivité. On passe à un milieu là, au niveau du bassin de la rivière Kougoulouk, avec des valeurs de résitivité qui sont beaucoup plus importantes. Donc, on peut penser ici qu'on a un front de lessivage des sels dissous dans l'eau interstitielle. Et on a une zone anomale ici de faible résistivité qui est juste au-dessus de la rivière. Donc, le travail du géophysicien, ce qu'il fait, il va utiliser la complémentarité des deux méthodes, du profil de géoradar, du modèle de résitivité électrique obtenu de la tomographie de résitivité électrique, pour intégrer aussi avec ça l'information qu'il y a sur les dépôts quaternaires, s'il y a des forages disponibles, pour produire une coupe cryostratigraphique interprétative. Vous l'avez ici en plus gros, cette coupe. Donc, l'axe horizontal, encore la distance selon la ligne de levée, l'axe vertical, l'altitude, et les différentes unités géologiques déterminées sur l'interprétation et la connaissance du milieu. Et en bleu ici, c'est la rivière Kougoulouk, avec les zones anomales de faible résitivité que j'identifie maintenant comme étant le talique subfluvial sous la rivière. Donc, j'ai une preuve ici, mais ce n'est pas la preuve absolue.
Pour avoir la preuve absolue, il faudrait entreprendre une investigation hydrogéologique pour connaître les conditions de pression et température de l'eau juste sur le lit de la rivière. Alors, ce qu'on a fait, j'ai fait ça cet été. Je n'ai pas encore des résultats. On va espérer que je vais pouvoir récupérer mon système l'été prochain. Donc, on a mis un système d'acquisition automatique de données de température et de pression de l'eau qu'on a mis dans un boîtier en métal qu'on a ancré dans le fond de la rivière. Et là, la grande question, quelles sont les conditions de température? Sur le petit graphique qui est ici, l'axe horizontal, c'est la température de l'air. L'axe vertical, c'est la température de surface. C'est clair que la température de surface dépend de la température de l'air. Mais en fonction des conditions de surface, en hiver, on peut avoir des températures de surface qui sont beaucoup plus élevées que la température de l'air. Donc, c'est quelque chose comme ça que je veux essayer d'observer. Ici, j'ai un bilan thermique positif dans le lit de la rivière. Ça démontre que j'ai les conditions nécessaires pour avoir un sol qui est dégelé, donc un talus qui est sous la rivière. Et là, pour faire un clin d'œil à nouveau, vous avez Houdini. Ça fait que quand j'ai fait ça, ça me faisait penser à Houdini avec ses chaînes. On va souhaiter que mon système ici s'en sorte à la fin de l'hiver. Ça m'amène à mon deuxième exemple. Il ne me reste pas grand temps. Bon, en tout cas, je veux parler ici du réseau de surveillance des eaux souterraines au Québec. Vous avez la distribution de tous les puits d'observation des eaux souterraines qui a été mis en place par le ministère de l'Environnement au cours des dernières années. Le ministère souhaitait avoir aussi des puits en région nordique. Ils ont contacté le Centre d'études nordiques et éventuellement, j'ai été le porteur de drapeau du Centre d'études nordiques pour le représenter là-dessus. C'est une étude qu'on a fait, financée par le ministère en plusieurs phases. Éventuellement, on s'est concentré à Ouillac, où on a fait un réseau qui est là, dans un bassin versant. On appelle ce réseau-là le réseau IMATIAC, qui est le sous-réseau du RES-ESQ. Et IMATIAC signifie source d'eau fraîche en inuktitut. Et éventuellement, peut-être le réseau IMATIAC sera complété par un puits qu'on est en train d'étudier. On a instrumenté, on l'a étudié à Maboussou-Koudjapé. Et peut-être ce qu'on est en train de faire actuellement à Saint-Louis pour savoir quelles sont les conditions du talus sous-fluvial. Il y a de l'eau souterraine qui est là, qui peut être intéressante à étudier. Basé sur ce réseau-là, on a décidé de développer ici au département une expertise en hydrogéologie des régions nordiques avec mes collègues hydrogéologues qui sont co-auteurs de ma présentation. On a un projet de recherche stratégique qui est financé par le CSNG et c'est en partenariat toujours avec le ministère de l'Environnement. Donc, pourquoi la mise en place du réseau IMATIAC? On peut s'attendre que les impacts des changements climatiques soient plus importants aux autres latitudes. Et à ce moment-là, les impacts devraient être plus importants sur les eaux souterraines et ça pourrait servir d'un analogue pour ce qui pourrait se produire au sud éventuellement si on a un réchauffement climatique à nos latitudes. La dégradation du pergélisol pourrait favoriser la connexion des aquifères normalement confinés avec la surface. On pourrait avoir une disponibilité plus grande en eau et un usage accru pourrait être possible de cette ressource-là. La demande d'approvisionnement fiable en eau potable va s'accroître avec le développement du Nord. On peut penser aux exploitations minérales. Ici, le développement des villages. Et l'eau de surface en région froide est une source peu fiable. Donc, de là, le déploiement d'un sous-réseau au Québec nordique, sous l'initiative du ministère de l'Environnement, et le développement d'une expertise en hydrogéologie des régions nordiques. Donc, voilà notre terrain de jeu pour le réseau IMATIAC. Vous avez une image satellitaire drapée sur un modèle numérique d'élévation de la région d'Oumillac. Le village d'Oumillac est ici. Vous avez la piste d'atterrissage qui est là. Et il y a une immense vallée qui est ici, qui s'appelle la vallée de Tassiapic. C'est un paysage de Queston. On part du niveau de la mer à la hauteur du village et on a une élévation qui augmente graduellement jusqu'à peu près 250 ou 300 mètres avec le front de la Cuesta abrupte ici avec des plongées de l'ordre de 150 à 200 mètres. Et dans cette vallée-là, on a des dépôts quaternaires, dont des siltes gélifs, susceptibles et du pergélisol riche en glace. On est en zone de pergélisol discontinu, donc c'est pas comme à 7-8, on a du pergélisol partout ici. C'est
c'est des îlots de pergélisol qu'on a. Vous avez une vue du fond de la Cuesta en hiver. Vous avez une autre vue, peut-être avec le même angle. Les formes bombées ici, c'est des buttes de pergélisol. C'est l'accumulation de la glace de ségrégation dans les dépôts de silt qui crée ce soulèvement-là et qui donne les formes bombées. Donc, c'est des îlots. Et entre les îlots, il y a absence de pergélisol. Les informations, donc ici, vous avez encore la photographie, l'image satellitaire. Vous avez une modèle numérique d'élévation obtenue d'un levé d'or aéroporté avec les changements d'élévation. J'ai oublié de mettre l'échelle d'élévation, je suis désolé. Ici, c'est de l'ordre de 250 mètres, alors qu'on a à peu près 150 mètres et on s'en va vers 50 mètres ici dans la partie aval de la vallée. Grâce à ce modèle numérique d'élévation, on a pu définir les contours d'un bassin versant que vous voyez apparaître ici. L'exutoire se situe ici. Le bassin versant fait environ 2 km². On a un grand axe longitudinal, donc le bassin est plus long que large. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc, on a les dépôts quaternaires. On a une cartographie qui a été faite à partir de photographies aériennes et vérifiée sur le terrain. Et les parties en gris ici, c'est les zones de pergélisol riches en glace. Donc, on a à peu près 25% du bassin versant qui est occupé par du pergélisol riche en glace. C'est non négligeable. On a fait aussi une investigation cryo-hydrogéophysique. Alors, je vais vous parler de la ligne BB'. On est dans un dépôt de sable important. On a utilisé cette fois-ci de la tomographie de polarisation provoquée. Donc, on a injecté vraiment des courants avec des électrodes plantées dans le sol. On a mesuré les différences de potentiel pour obtenir des modèles, un modèle de résistivité électrique, un modèle de chargeabilité. L'axe horizontal, c'est la distance. L'axe vertical, c'est l'élévation, avec la surface qu'on voit ici. Les variations de résistivité, bon, j'en ai déjà parlé. Les faibles résistivités, c'est un milieu qui peut être dégelé, saturant en eau, alors que les fortes résisticités, ça peut être un milieu gelé ou encore un milieu qui est sec, dans les sables par exemple. La chargeabilité, qui est une autre propriété mesurée lors de la polarisation provoquée, nous apporte une autre information. Et en faisant la corrélation entre ces deux modèles de résistivité et de chargeabilité, on peut aller connaître mieux les conditions du sous-sol. On a fait aussi du géoradar avec des profondeurs de pénétration exceptionnelles. C'est vraiment une étude de cas là, extraordinaire. Là. Ça pourrait se retrouver dans des textbooks avec des profondeurs comme ça. Des structures sédimentaires vraiment particulières, là, avec des profondeurs qui nous permettent même d'aller chercher le contact au roc. Et semblable à ce qu'on a fait précédemment, vous avez la coupe cryo-hydrostratigraphique qui a été générée suite à l'interprétation des levées géophysiques. On a situé la nappe phréatique ici, et dans le cadre de la mise en place du réseau IMAFSAC, des puits d'observation de ce réseau-là, on est venu mettre un puits ici. Mon interprétation ici du contact à 25 mètres de profondeur était bonne, mais on s'est retrouvé avec un puits à sec. Donc, ça présente des risques. C'est les hasards de la nature. L'interprétation n'est pas parfaite. Vous avez les équipements de forage ici, l'installation finale, un premier puits d'observation des températures avec système d'acquisition de données, panneaux solaires pour alimenter le tout. 2 puits, on a observé un aquifère superficiel et un deuxième aquifère profond. Donc, on a installé des piézomètres pour observer les eaux souterraines de ces 2 puits-là. Vous avez la distribution des sites avec les puits. Donc, on a fait comme un profil longitudinal au bassin versant avec 7 sites. On a 9 puits au total. Depuis, on en a installé d'autres superficiels. Et puits T2 ici, T3 et T1, ce sont nos puits de température. Vous avez les informations de la stratigraphie. Donc, en surface des sables, l'unité de silt, encore des sables, une unité grossière qui se rapproche d'un type de fond, et finalement le socle rocheux. On a échantillonné des basaltes et des quartzites. Et basé sur ce puits-là qu'on est venu mettre en place à cet endroit-là, j'ai modifié sensiblement mon interprétation. Maintenant, j'ai mis la nappe phréatique ici. Probablement qu'on a de l'eau ici, on a comme un bassin,
Et l'eau ici, c'est comme le matériau est tellement grossier, tellement perméable que l'eau s'en va dans la partie aval de la vallée. J'ai une unité ici, une autre unité là, intertidale qui est présentée ici. Je peux en parler plus longtemps, mais ça ne fait pas l'objet. Finalement, on a tout intégré ça. On a fait basé sur les informations de forage, sur nos connaissances, la relation topographique avec la présence des buttes de pergélisol. Il y a des études qui ont été faites précédemment. On a fait aussi un très long profilage de polarisation provoquée. Ça, c'est l'objet d'un projet de recherche d'un étudiant à la maîtrise que je dirige. Et en intégrant tout ça, on est arrivé à cette coupe cryo-hydrostratigraphique. Vous avez à votre gauche l'axe vertical de l'altitude, l'axe horizontal de la distance. Vous avez les différentes unités avec un aquifère superficiel. Il y a des sables, une couche de sable superficielle dans laquelle on a une nappe phréatique qui est présente. Et dans les unités profondes grossières, on a aussi une autre aquifère qui est là. Ces forages-là ici sont instrumentés de piézomètre. On peut mesurer le niveau d'eau. C'est ce qu'on fait. On fait un suivi actuellement. Ça m'amène, parmi mes dernières diapos, on est en train de faire notre projet de recherche stratégique du CRSNG. 2 étudiants à maîtrise, 3 au doctorat. Donc, un premier projet sur un modèle géologique 3D du bassin versant par investigation hydrogéophysique. Donc, la coupe que je vous ai présentée, on veut l'étendre à l'ensemble du bassin versant. Un bilan hydrique du bassin versant basé sur, entre autres, les suivis de niveau d'eau. On a aussi à l'exutoire un canal de jaugeage pour mesurer le débit qui sort du bassin versant. On a des stations météo pour mesurer les précipitations. Premier projet de doctorat dynamique thermo-hydrogéologique à l'échelle des buttes de pergélisol. Deuxième projet de doctorat, c'est l'utilisation de traceurs naturels pour déterminer la dynamique des eaux souterraines et leur temps de résistance dans le bassin versant. Et un dernier projet de doctorat plus intégrateur par modélisation numérique, essayer d'anticiper les impacts du réchauffement climatique sur les eaux souterraines dans le bassin versant. En conclusion, donc, la recherche en eau souterraine, ça pose des défis. Naturellement, il faut avoir une bonne connaissance de la région d'études. On peut utiliser les cartes des formations géologiques des dépôts quaternaires. Ça nous prend un recueil des informations de forage disponibles, s'il y en a. On peut produire des coupes hydrostratigraphiques, identification de cibles potentielles de forage pour implanter des puits, puis éventuellement faire une campagne de forage, puis l'installation de puits. Puis, est-ce qu'on a un bon succès, c'est à vérifier. Dans les régions nordiques, le défi est encore plus complexe. Il faut considérer l'autre état de l'eau, c'est-à-dire la glace, la présence du pergélisol. Il faut avoir une connaissance sur les environnements périglaciaires. Il y a quasi-absence d'informations. Les cartes sont incomplètes lorsqu'elles sont disponibles. Il y a peu ou pas de forage. L'expertise pratique en hydrogéologie des régions froides est à développer. Donc, ça aussi, il y a des manques là. La part de la géophysique peut être non négligeable. Je pense que j'ai réussi à en faire une démonstration ici. On pourrait réaliser une investigation cryo-hydrogéophysique avant de faire les forages pour cibler des zones anomales et pour aller implanter les forages et peut-être améliorer le succès pour l'installation de puits d'observation des eaux souterraines. L'impact des changements climatiques sur les régions nordiques, le réchauffement climatique anticipé au cours des prochaines décennies sera plus important aux autres latitudes. On est déjà dans ce régime de réchauffement-là. On parle plutôt d'une tendance au réchauffement climatique d'un réchauffement. La tendance se fait à plus long terme. Les impacts du réchauffement sur les écosystèmes, les infrastructures des communautés sont considérés pour la plupart négatifs. J'en ai montré un. On passe d'un écosystème terrestre à lacustre. On voit les afaisements des remblais. Mais dans le cas de l'eau souterraine, ça pourrait être un impact qu'on pourrait considérer positif, puisque cette ressource-là pourrait devenir plus disponible, étant donné que la dégradation du pergélisol et son dégel pourrait favoriser l'arrachage des aquifères en profondeur par l'infiltration facilitée de l'eau de surface. Remerciements, donc il y a plusieurs organismes qui ont participé à ces travaux-là, plusieurs étudiants qui sont présentés ici.
Et finalement, bon, vous avez une partie de l'équipe qui a travaillé sur le projet à l'été 2014. Voilà, merci. Je suis prêt à répondre aux questions, mais excuse du temps, j'aurais dû diminuer le nombre de diapos et me concentrer sur plus de choses. Mais voilà, excusez-moi. Prêt à répondre aux questions. On peut avoir des questions en ligne. Johan, il y a déjà quelques questions en ligne. Donc, on va aller voir les questions en ligne. Alors, une première question de M. Liard. Pourquoi la sismique? Je ne sais pas quand est-ce qu'il a écrit la question. Peut-être qu'il a écrit à un moment particulier. Pourquoi pas la sismique, excusez? On en a fait l'été dernier. Le taux de production avec les équipements que j'ai est moins intéressant que les autres méthodes que j'ai montrées. En termes de taux de production, géoradar important. Polarisation provoquée plus ou moins intéressant, puis sismique plus lent. Donc, il faut jauger. Et l'effort pour faire de la sismique est plus important aussi. Donc, oui, on peut en faire, on en a fait. Ça, tout dépendant des milieux, la sismique s'applique moins bien, alors que le géoradar peut s'appliquer moins bien dans d'autres milieux. Donc, il y a des choix à faire stratégiques là, au niveau de l'utilisation des méthodes et leur application dans différents environnements qu'on peut rencontrer au Québec nordique et même dans le sud. Autre question de Cynthia. Quelles caractéristiques de l'eau de surface en région nordique permettent de la qualifier de source non fiable? Ben, c'est l'exemple que j'ai donné ici pour Salouit en 2011. À la fin de l'hiver, ils ont asséché leur source d'eau. Alors, ça devient problématique. On a une population qui dépend de cette eau-là. Ça fait que si on tarit la source, évidemment, ça crée des difficultés. Donc, les eaux souterraines, si on a un puits qui a une bonne production, on vient d'éliminer ce problème-là. Et les sources, les eaux de surface sont vulnérables à la contamination. C'est un autre problème. La qualité des eaux souterraines sont meilleures normalement. Question pour continuer sur cette question-là. Vous avez dit tantôt qu'il n'y avait pas de traitement de l'eau surface, je crois, à Salouit. Vous avez juste rajouté du chlore dans l'eau. L'eau de surface, elle est déjà bonne à la consommation immédiatement. Au Salouit, je ne suis pas au courant totalement des traitements qu'ils font. Si je prends l'exemple d'Oumillac, ils ont des systèmes de filtres et aussi ils mettent du chlore. Donc, avant de délivrer l'eau aux maisons. Dans le cas de Salouit, surtout où là, ils ont tari leur source en 2011, ils pompaient directement de la source d'eau qu'ils ont trouvée sous couvert de glace et apportaient ça directement aux maisons. Ils ne la traitaient même pas avec le chlore parce qu'ils ne passaient pas par l'usine de traitement. Donc, l'eau est encore de moins bonne qualité à ce moment-là. Alors, les gens sont prudents et ils sont avertis. Puis, normalement, il y a une autre problématique dans les réservoirs d'eau dans les maisons. Ces réservoirs-là ne sont pas entretenus, ne sont pas lavés et désinfectés à intervalles réguliers. Et on peut se retrouver avec des bactéries qui se forment. L'eau n'est pas de bonne qualité. Et les gens, ce qu'ils font, vont se rendre à l'usine de pompage, vont remplir des petits contenants pour l'eau potable qu'ils veulent boire. Et pour l'usage, laver le linge, se laver, ils vont utiliser l'eau du réservoir. Donc, il y a toute une problématique au niveau de l'utilisation de l'eau dans le Québec nordique qui transcende un peu ce que j'ai présenté ici. Oui? Dans la première moitié de la présentation, vous présentez un graphique avec des variations. En accord avec ce que le GIEC présente dans leur dernier rapport de 2000. Pour 2000 à aujourd'hui, où le GIEC pense aux valeurs qu'on voyait sur le graphique, est-ce que c'est juste une anomalie régionale dans le nord du Québec? C'est au sud ou c'est partout dans le nord de l'hémisphère nord?
OK. Si est-ce que je dois répéter pour les gens qui sont en ligne? Je ne sais pas s'ils ont entendu. Je vais répéter. Donc, la question ici, on compare les enregistrements climatiques que j'ai présentés au début de ma présentation versus ce que le GIEC a observé à l'échelle de l'Amérique, de l'hémisphère nord. C'est ça que j'ai résumé. Alors, mes connaissances sont au niveau de l'Amérique du Nord. Je connais ce qui se passe un peu en Alaska, entre autres. Et ce que je peux te dire, c'est que le régime de refroidissement qu'on a eu de 1950 jusqu'à 1990, au Québec nordique, il n'y a aucun équivalent ailleurs dans le ROC, le reste du Canada, et l'Alaska. Il était plutôt dans un régime constant ou d'un léger réchauffement. Alors qu'au Québec nordique, on était en refroidissement. Puis depuis le début des années 90, là, on a un réchauffement majeur qui n'a aucune commune comparaison à ce qu'on observe en Alaska et ailleurs dans le nord canadien, le grand nord canadien. Donc, il y a une différence à ce niveau-là. Le réchauffement est plus important en Alaska et dans le grand nord canadien, mais rien de comparable à l'accélération qu'on a vue, qu'on voit au Québec nordique. Et c'est probablement associé là, à l'englacement de la baie d'Hudson, du détroit d'Hudson, les courants marins qui sont là, influencent beaucoup plus importante que l'effet maritime que ce qu'on a dans le reste de l'Amérique du Nord. Dans les autres continents, ça m'échappe, je ne peux pas comparer. Là, mais j'imagine que, je sais sur le plateau du Tibet, mais là, on n'est pas à aussi haute latitude, mais ils ont un réchauffement climatique, mais quelque chose de beaucoup plus subtil à long terme que le changement brusque qu'on a vu ici au Québec nordique. Oui? Géographique, ça, c'est une recherche en eau souterraine qui a été faite. Ils ont fait, ça a été fait entre autres par Géophysique GPR qui était impliqué là-dedans. Je pense qu'ils ont regardé la fracturation. Il y a des aplaments rocheux au nord, puis à l'est, au nord-est du village. Donc, ça donnait une information sur les fractures dans le roc. Et je pense qu'ils sont allés un peu à l'aveuglette. Ils ont décidé d'implanter des forages. Et éventuellement, ils ont trouvé un puits qui était productif. Il y a certains puits qui n'étaient vraiment pas intéressants. De mémoire, il y a une quinzaine de puits qui ont été forés. Puis il y a même des puits où ils ont frappé des contaminants dans la partie du delta, où le village est construit, où il y a des opérations, entre autres militaires. C'est une ancienne base militaire qui était là. Il y a eu de la contamination qui a été faite des aquifères. Je pense qu'ils ont fait un peu de géophysique, mais rien de très poussé. Faudrait que j'aille revoir les études, mais je ne sais même pas décider. À ma connaissance, je n'ai pas fait décider. Autre question en ligne de M. Liard. Y a-t-il des évidences de vallées fossiles ou surcreusements pluviaux? Ça sort un peu de mes cordes. Pour Oumillac, le dépôt marin qui est en place là, lorsqu'il a émergé, il y avait probablement déjà une topographie héritée des courants marins en place. Donc, il y a déjà une microtopographie qui a été exacerbée au moment où les dépôts ont gelé, puis il y a eu un soulèvement au gel. Dans le cas de Saint-Louis, il y a un écoulement, il y a un réseau d'écoulement, oui, puis il y a des dépôts d'alluvions qui sont là, associés à ce réseau d'écoulement-là, mais il faudrait qu'il soit avec lui pour qu'il m'explique un peu plus ce qu'il entend par vallée fossile, puis surcreusements fluviaux, là. Donc, ça dépend du réseau de drainage, là. Oui, il y en a de l'érosion. Une autre question en ligne. L'influence de dégel au pourtour d'un talier couvert se fait sentir jusqu'à quelle distance au-delà des berges? Oh, c'est une bonne question. Là, on est en zone de pergélisol discontinue et ça fait l'objet d'un de nos projets de recherche au doctorat où on veut voir le lien entre l'écoulement de l'eau souterraine et le régime thermique du pergélisol. C'est clair que
pour simplifier, si on fait de la modélisation numérique, on peut considérer seulement la transmission de chaleur par conduction. Mais si on veut faire une modélisation qui est plus complète, il faut tenir compte de la convection. Et là, la convection, c'est l'écoulement de l'eau souterraine qui fait de la transmission de chaleur. On est en train de travailler là-dessus et on verra, là, mais c'est certain que les effets latéraux d'un cours d'eau et de la présence d'un talique sur le pergélisol qui borde ce cours d'eau-là, c'est important. Là. Donc, oui, il y a un effet latéral important. La question tout à l'heure de Cynthia, je ne me souviens plus c'est laquelle, qui veut complémenter. S'il y a fonte du pergélisol, est-ce que l'eau de surface ne serait-elle pas aussi plus disponible? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai montré l'impact de la dégradation du pergélisol où on passe d'environnement terrestre à environnement lacustre, des petites mares de thermocastes. Ces mares-là sont quand même, le volume d'eau qui est là n'est pas si important que ça. On peut penser aussi que la connexion de ces mares-là aux rivières peuvent venir perturber les rivières. Mon collègue du Centre d'études nordiques, Michel Allard, il y a un de ses étudiants de doctorat qui a étudié la turbidité de la rivière Nastapoka au nord d'Oumillac. Et les observations qui sont faites, c'est que cette turbidité devient plus importante des eaux de surface qui s'écoulent dans une rivière à cause de la dégradation du pergélisol. Donc, ça peut on peut avoir des influences négatives sur la qualité des eaux de surface au niveau avec la dégradation du pergélisol. Donc, oui et non, là, c'est pour cette question-là. Oui. Il y avait une question sur un puits. Est-ce qu'un puits qui fournirait l'eau une année donnée peut geler une autre année? J'en ai témoigné des puits dans le contexte de Shefferville. En d'autres mots, est-ce que le pergélisol se déplace en profondeur? OK. Ici, lorsqu'on perd un puits, c'est qu'il regèle. Il gèle en place. Fait que si on part dans le pergélisol, on va sous le pergélisol pour aller investiguer l'eau souterraine. Là, on a une problématique d'essayer de garder notre puits ouvert là, ou accessible. Dans la recherche en eau souterraine que j'ai faite au MIAC, qui est l'installation du réseau IMATIAC, je suis en zone de pergélisol discontinu et j'ai vraiment identifié les endroits où il y avait absence de pergélisol. Et la problématique du gel des puits, elle n'existe pas. Et comme on est en régime de réchauffement climatique, à long terme, il n'y aura pas formation de pergélisol, il y a dégradation. Donc, on oublie ça pour les zones de pergélisol discontinu. Dans un secteur comme Salouit, là, on est en zone de pergélisol continu. Là, il faut faire attention parce que le gel est tellement intense en hiver que le puits peut regeler effectivement, même si en profondeur, il reste dégelé. Ça fait que le déplacement n'est pas tant en profondeur du gel que latéralement. En profondeur, là, la réponse en profondeur est déphasée de plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Donc, c'est plutôt les déplacements latéraux. On peut avoir des transitions de chaleur importantes latéralement. Donc, pour maintenir ouvert nos puits, il faut avoir des éléments chauffants et chauffer le puits. Là, on peut avoir des problèmes de stabilité du puits parce qu'on réchauffe le pergélisol et on le dégèle. Fait que ça, c'est une autre problématique, mais c'est de la conception en ingénierie. Donc, on a une dernière question en ligne qui est quand même assez longue. S'il y a fonte de pergélisol, il est possible, tel que vous l'avez mentionné, que des aquifères deviennent interconnectés et qu'une quantité d'eau accrue soit disponible. Croyez-vous cependant que la qualité de l'eau souterraine risque de se détériorer? Avez-vous observé des cas suggérant cette problématique, par exemple concentration accrue en métaux ou autres composés inorganiques, organiques? Oui. Alors, pour répondre à cette question, on n'a pas d'évidence parce qu'on n'a pas de mesure. Alors, notre projet ici, en bâtissant sur le réseau IMATIAC qui a été mis en place grâce au ministère de l'Environnement, où on a participé à cet effort-là. Là, on est en train de bâtir là-dessus pour développer une nouvelle expertise en hydrogéologie des régions nordiques. Et un de nos objectifs à travers le projet stratégique, c'est d'aller observer la qualité des eaux souterraines en faisant un échantillonnage à intervalles réguliers, d'année en année, et voir si on n'a pas une évolution de la qualité de l'eau,
ma qualité ici, dans le sens large, c'est la géochimie de l'eau, voir s'il n'y a pas une évolution au cours du temps et voir si on n'a pas des impacts du réchauffement climatique sur la pergée du sol, dégel, fonte de la glace de sol qui vient alimenter les eaux souterraines et qui peuvent venir modifier leur géochimie. Donc ça, c'est en cours et on verra. À l'échelle d'un doctorat, est-ce que de 3 ou 4 ans, est-ce qu'on a un intervalle suffisant pour observer des variations? Moi, je pense que c'est vraiment du long terme. Mais l'infrastructure qui a été mise en place grâce au ministère de l'Environnement, c'est clair qu'on a l'infrastructure pour faire ces observations-là à long terme et c'est les efforts qu'on veut faire pour le long terme. Alors, merci beaucoup, Richard. Merci de votre présence. Donc, je vais laisser Myriam nous dire un mot de la fin. Myriam, est-ce que tu es là? Oui, excusez, il fallait que j'aille couper l'autre micro, sinon ça fait une interférence. Donc, en fait, je voulais simplement remercier tout le monde d'avoir assisté à cette conférence qui fut fort intéressante. Merci beaucoup à M. Fortier. Et annoncer d'autre part notre prochaine conférence qui va avoir lieu le mercredi 5 novembre. On a un invité pour la première fois qui va présenter depuis les États-Unis, depuis l'Université d'Oregon. Et en fait, il va nous parler de la gestion des conflits liés à l'eau souterraine, notamment en contexte de développement de l'exploitation des gaz de shale. Donc, sa présentation aura pour titre Contesting Hidden Waters, Hydrofracking and the Hydro-Hydra. Donc, les informations vous seront faites parvenues par courriel, comme d'habitude. Merci beaucoup à tous.